Psychologie de l'amour, l'instinct, la sensibilité et l'imagination. Chapitre 7. La maîtrise de l'instinct. Une fâcheuse lacune de l'éducation. Si parmi les hommes, il ne se trouve qu'une infime minorité de prédestinés à l'amour, environ 1 sur 6000, et un faible pourcentage qualifié ainsi, il ne faudrait pour inspirer l'une des modalités du para-amour, environ 80%, la presque totalité des autres n'en reste pas moins tributaire de l'instinct génésique, c'est-à-dire de la sexualité distincte, des électivités psychologiques et des états de conscience envisagés dans le chapitre 6. Dans les 6 chapitres précédents. L'importance de la fonction, tant au point de vue individuel qu'au point de vue social, n'échappe pas à la personne. Et cependant, ces manifestations sont abandonnées à l'ignorance et au désordre, faute d'une éducation à la fois précise et sans lacune. D'un côté, la morale, religieuse ou civique, promulgue ces impératifs catégoriques, plus ou moins rigoureux, mais laisse entendre que l'assentissement suffit à mettre en mesure de s'y conformer. Elle omet de notifier qu'il a l'équation entre toutes les avidités instinctives que l'on modérera aisément si l'on ne régente prudemment toutes les autres. De l'autre côté, l'opportunisme insoucieux, le consensus de principe à toute sollicitation au plaisir, s'étend sans restriction et engendre cette légèreté, cette impulsivité, à la faveur desquelles les plus fâcheux dérèglements finissent par sembler normaux ou inévitables. Entre ceux qui anéantissent l'amour physique, le flétrissent à l'égal d'une déchéance, puis l'élèvent au niveau d'une offense à l'abstrait, et ceux qui professent sa prépondérance parmi les joies d'ici-bas, amplifient jusqu'au lyrisme ses concomitances sensorielles, c'est-à-dire suggère le pire des aveuglements, le jeune homme apparaît bien pauvrement prémuni. Il y a une lacune à combler, et c'est tellement manifeste que les deux côtés, on parle depuis des années de l'éducation dite sexuelle. Des ouvrages ont paru, les uns, manuels inopinés de mysticisme dogmatique, valent un peu mieux que rien, les autres, guides du libertinage soucieux de prophylaxie, exaltant la salacité, sans d'ailleurs dispenser un savoir appréciable. Pratiquement aucune ne vise à l'essentiel, montrer l'opportunité de demeurer maître de toutes ces spontanéités et d'indiquer les conditions à observer pour cela. Certes, tout cela restera inconcevable à beaucoup, certains ne sont disciplinables que lors du coercitivement. Le gouvernement de soi-même, par soi-même, outrepasse le champ de leur représentation. Ce sont les actuels ilotes individués animalement, pourvus d'un psychisme embryonnaire exclusivement régi par de diverses formes de l'appétition, et dont l'encadrement social reste la seule sauvegarde. Mais parmi les autres, parmi les aptes à l'anarchie intérieure, parmi ceux qui déplorent de ne savoir conformer leur action et leur apparition, il s'en trouvera que nos directives aideront sans doute à créer de l'ordre et de la sérénité. Grand 2. La base de l'emprise sur soi-même. Étant donné une fonction que les sollicitations insoucieuses, obsédantes, explosives, rendent particulièrement malaisées à gouverner, il est clair que quiconque se propose à subordonner sa pensée délibérée doit également se subordonner à toutes les usines organiques connexes. Comme d'autre part, les sollicitations que nous avons vues procèdent soit d'un stimuli interne, soit du ressentiment d'une image, soit d'une incitation extérieure. Il se pose une question de régime, d'hygiène générale et de vigilance dans la conduite des activités ou d'élassement. Donc, ou bien la maîtrise de soi, intégrale, et celle de l'instinct génésique comme corollaire,
ou bien le laisser aller de l'ensemble, l'anarchie intérieure, avec ses corrélatifs et ses de dérèglements intimes. L'éducation sexuelle implique que celle de l'alimentation, celle de l'imagination, celle de l'émotivité, etc. Tout étant solidaire dans le complexus humain. L'intempérant, le rêveur et l'impressionnable continueront, en dépit de tous les autres rites, de tous les homélies, de toutes les belles résolutions, à subir la loi de leur trouble érogène, tant qu'ils n'auront pas discipliné leur avidité nutritive à l'exacte mesure de leurs ressources métaboliques, réglementer leurs pensées spontanées et surmonter leur névrosisme. Maîtrise de soi d'abord, ou stérilité certaine dans toute doctrine. Voilà ce qui nous semble établi. Quant à ceux qui diront « notre idéal est une fréquence et une intensité maximale de la satisfaction sensorielle », nous leur répondrons également « maîtrise de soi d'abord, car la machine humaine surmenée se désorganise, voit s'anéantir ses possibilités de résonance euphorique, ses moyens de discernement et de réalisation, ce qui mène au sevrage et au débilitement et de l'incapacité. La base de la maîtrise de soi, c'en est le goût, le désir, c'est le fait de envisager comme une dignité, une prérogative, une libération, une supériorité, un coefficient de toutes les valeurs, de toutes les facultés. Elle s'acquiert non pas par des oraisons ou des vertus d'une pragmatique sacramentielle, mais par l'effort délibéré. Nous pensons que si on cherchait à éveiller dès l'enfance le goût de l'effort auto-réactionnel, se vulgariserait tout aussi bien que celui de l'effort musculaire auquel le sport a rallié de nos jours de multitudes. Alors que, voilà 50 ans, il était évité, sinon honni. Ceux qui comprennent l'incommensurable intérêt individuel qui s'attache au fait de placer l'instinct génésique sous la dépendance de la volonté réfléchie, envisageront la maîtrise de soi en général comme une possibilité à laquelle il deviendra bientôt impossible de renoncer. En dehors des fâcheux accidents ou contingences, sur le risque de quoi s'appuie trop exclusivement l'argumentation des éducateurs à courte vue et qui guettent les impulsifs que l'énergie et le temps gaspillés, faute d'un bon réglage psychophysique, que l'étude troublée, que la carrière entravée et parfois dévoyée, que l'abstrainte si faiblement compensée, l'homme le mieux doué, le mieux situé, reste assujetti aux faiblesses passionnelles et un colosse au pied d'argile que d'éventuels vertiges dispensés par quelques habits aventurières peut entraîner, dans une glissade effroyable, jusqu'à l'enlissement dans les bas-fonds. Inversement, un individu pondéré et maître de lui, si modestement qualifié soit-il, représente parmi la masse des amorphes une densité apte à durer, à s'affirmer et à accomplir ses desseins. Les possibilités de subordination des mécanismes physiologiques à la volonté sont certaines, mais elles ne s'improvisent pas non plus que l'adresse de déséquilibriste ou la sûreté d'élocution du tragédien. Ces possibilités sont l'aboutissement d'une culture, c'est-à-dire une série coordonnée et persistante d'efforts. Comme l'homme qui parvient à gouverner son organisme semble à un virtuose, des années d'application assidue ont assoupli ces automatismes à quel point qu'il les manœuvre instantanément avec une souveraine précision. Pour placer la fonction qui nous occupe sous le contrôle de la pensée, il ne suffit pas de dire « l'esprit veut, le corps doit » ce que l'esprit veut, ni de recourir à des pratiques ritualistes. Il faut augmenter son modus vivendi, de manière à prévenir tout hérétisme. Nous laissons ce qui concerne l'éthique à des spécialistes. Ce que nous bornons à préconiser, c'est la libération des servitudes excessives de l'instinct, l'instauration en soi de l'aptitude à s'abstenir quand on le juge opportun, aussi strictement qu'on le désire, aussi longtemps qu'on l'a décidé, quelque captivantes que puissent être les incitations extérieures. L'homme parfaitement maître de lui peut se placer, pendant de longues périodes, dans un état d'indifférence absolue vis-à-vis de l'attirance physique du sexe opposé,
La simple satisfaction de pouvoir se libérer à volonté d'une dépendance envahissante contribue à une large compensation aux efforts nécessités par l'acquisition de la maîtrise de soi. De plus, les périodes de repos sont organiquement régénératrices. Elles permettent la préparation lucide d'œuvres de longue haleine, la concentration de l'esprit et de virtualité vers l'atteinte d'objectifs importants et l'accomplissement de tâches accomplies avec des enchaînements passionnels. Un des milieux où l'on s'occupe des séances psychiques, nous n'avons jamais entendu parler d'empire sur soi-même. Comme d'ailleurs, dès l'enfance, chacun entend à commenter l'exubérance, l'excès ou la débauche, non pas avec indulgence, mais avec complaisance, voire admiration. On s'y trouve alors incité plutôt qu'à laisser l'autodiscipline intérieure, en particulier l'homme mené, manœuvré, gouverné par l'impétueuse et brutale prédominance en lui-même et poussé du rut, s'y considère et s'y sait évalué comme une sorte de phénomène athlétique. Il se croit très fort, écrit Henri Durville. Parce qu'ils sont vivement agités, ils s'imaginent supérieurs et puissants, et sont esclaves de leur luxure. Le même auteur dit aussi, l'homme se croit maître des forces qui sont en lui, mais dans la plupart des cas, il est le jouet de ses appétits, de ses attractions, de ses affinités. Il croit se posséder lui-même, et les circonstances lui démontrent que sa surveillance à cet égard doit être incessante pour qu'il ne devienne pas la proie des forces qu'il croit commander. Certes, ils ne sont pas sans charme, mais et ce qui lui cède masque sa chute de mille ingénieux prétextes. Et celui-ci qui leur cède masque sa chute de mille ingénieux prétextes. Il ne s'avoue pas facilement qu'il a perdu sa direction de son être et qu'il s'est laissé entraîner où il ne voulait pas aller. Nous ne sommes pas à la veille du jour où l'objectif principal de la pédagogie sera de cultiver le goût et l'enseigner les moyens de la maîtrise de soi, c'est-à-dire de la prédominance à vouloir délibérer sur les manifestations spontanées. Jusque-là, une élite seulement en concevra l'opportunité. Grand 3. Précision psychologique. Toutes les irrégularités fonctionnelles donnent lieu à des surcharges, à des stases, à des phénomènes congestifs, à des dermatoses ou à des hyperthermies. L'occasionne des prurites locaux presque inévitables, érogènes à l'état de veille et au cours du sommeil. Il va de soi qu'il convient de prévenir ces irrégularités. Faute d'un réglage alimentaire exact, c'est-à-dire les proportions d'azote, de carbone et d'hydrogène, etc., un rapport avec le tempérament ou l'activité de l'intéressé sont donc respectés. Une rupture de l'équilibre humoral s'ensuit. D'ailleurs, bien avant que la crise de nettoyage ainsi préparée de longue date, les écarts alimentaires réactionnent l'appareil génital. Par écart, nous n'entendons pas nécessairement de larges beuveries ou de vastes ripailles, 20 grammes d'excès d'azoté journalier, l'usage même modéré mais habituel de substances phosphorées, d'alcool, etc., suffisent à créer des stimuli défavorables à la maîtrise de l'instinct. Quantitativement, il en va de même, car une alimentation, si frugale soit-elle, engrasse et congestionne dès qu'elle devient trop abondante. Voyez comment les fondateurs d'ordres religieux ont strictement mesuré les repas de leurs disciples. Ces observateurs perspicaces, ces spécialistes exercés de l'ascèse, n'ont pas visé simplement à la mortification du goût. Ils ont tenu compte d'une positive réalité, c'est que seule la plus extrême sobriété rend possible la souveraineté de l'intention sur le fonctionnement, du moins chez les adolescents et les hommes virils. Ici se pose une question. L'abstention intégrale a-t-elle des inconvénients? Doit-elle se recommander? Chez les sanguins surnourris, des nerveux agités, des lymphatiques rêvasseurs ou des bileux trépidants, de brutales revanches de l'animalité, le désordre du système neurovégétatif, l'envahissement de l'imagination par des représentations issues de la libido, l'exaspération physique seraient des conséquences respectives d'une tentative d'abstention. Nous disons
à dessein, une tentative, car les subtils qui prétendent la chasteté possible sans en organiser le processus, c'est-à-dire sans une hygiène générale sédatif, admettent l'involontaire exutoire nocturne comme une normale subséquence à la réplétion vésiculière. En vrai, il s'agit d'un phénomène morbide. Même exceptionnel, il est déprimant au point de vue nerveux et désorganisant au point de vue psychique, comme la persistance dans l'extravagante prétention de juguler les manifestations, dont on conditionne soi-même l'incoercibilité tend à accéder progressivement le retour du spasme onirique. Celui-ci se reproduit, chez certains sujets, assez fréquemment, pour altérer considérablement les mécanismes psychonerveux et le potentiel énergétique. Il se vend encore des livres où l'on assure que le jaillissement spontané au cours du rêve est inoffensif, mais dangereusement traité, fourvoyant chaque année quelques centaines de jeunes gens qu'il s'agirait de retenir sur la pente des déchéances. Leur auteur se sacrifie sans doute volontiers au souci de se conseiller à la clientèle considérable des dogmatisants qui prétendent obtenir, du moins prescrivement, l'accomplissement d'une fonction, sans rien dire de la nécessité de modérer, pour permettre cela, toutes les avidités connexes. À condition justement de savoir mettre en veilleuse l'activité génésique, c'est-à-dire observer un certain nombre de prescriptions coordonnées, d'abstention intégrale, et non seulement possible, mais aisée sans le moindre inconvénient. Les prescriptions dont il s'agit sont de deux sortes. L'une ont pour objet d'éviter les facteurs psychologiques d'accoutumance. De l'autre ordre psychologique, prévient tout danger de refoulement, de refouler ses désirs, de réprimer impérativement, brutalement et aveuglément, d'imprégner son subconscient des latences tôt ou tard désorganisatrices, de les dissocier et éliminer délibérément, les transférer, les reporter, telle est la bonne méthode. En ce qui concerne l'origine alimentaire, c'est, nous l'avons dit, une équation individuelle, mais voici, à l'unité d'un douzième, des proportions qui constituent, sur le errement coutumier, de sérieux progrès. Viande et poisson 2/12, légumes verts et fruits frais 4/12, farineux, cryptogrammes 1/12, laitage, œufs, lait, fromage 3/12, fruits secs et céréales 2/12. Les quantités nécessaires à chacun ne sauraient être évaluées que par lui-même, et ce n'est pas difficile, il suffit de se baser sur le critère suivant. Un repas est trop abondant si en se levant de table on éprouve de la lourdeur. À l'inversement, s'il se trouve alerte, léger, dispos et le corps et l'esprit n'a pas excédé des limites normales. La boisson de base sera l'eau, filtrée ou bouillie s'il y a lieu. Le vin d'excellente qualité et à dose d'un verre de Bordeaux à repas de midi convient. Le café à dose modérée au réveil et au milieu de journée aide à la lucidité de l'esprit. Le soir, il suscitera de l'hyperidéation qu'il vaut mieux ne pas user. Voici d'ailleurs les indications particulières pour chaque dominance humorale.